Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette trêve internationale qu'on va bien occuper sur cette chaîne YouTube avec des vidéos sur le PSG de Luis Enrique mais aussi le mercato hivernal qui approche à grands pas. Alors l'année dernière le PSG avait été inactif malgré quelques dossiers brûlants avec des rebondissements pas en notre faveur. Là pour cet hiver, on a déjà une certitude, le club veut recruter un latéral gauche. Reste à savoir qui, et on va donc se poser cette question durant les 15 prochains jours qu'il va falloir occuper. Mais commençons aujourd'hui par revenir sur le match de samedi à Reims, cette victoire 3-0. Je suis désolé, j'étais pas disponible ce week-end pour faire un débrief avant. J'ai rattrapé le match, triplé d'Mbappé, qui a brillé avec Donnarumma en matière d'individualité. Collectivement, tu as été mis à mal parce que tu joues une équipe du haut de tableau de la Ligue 1, et les autres individualités ont brillé par intermittence. Pour moi, ça fait quand même la recette d'une belle vidéo ce soir, où on va avoir pas mal de choses à dire. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, le PSG qui se déplaçait en Champagne ce week-end pour y affronter le Reims de Will Steele qui était habitué à prendre des points contre nous. On se souvient la saison dernière des deux matchs contre eux qui étaient assez marquants à ce moment-là, notamment le premier 0-0 avec le Pivot Gang début octobre 2022 et le second fin janvier, le 1-1 avec une égalisation de Balogun en toute fin de match sur une grossière erreur du milieu de terrain et la défense parisienne. D'ailleurs, ce match-là était un des derniers de Neymar au PSG et un des derniers bons matchs de Neymar aussi sous notre tunique. Bref, samedi, c'était le PSG de Luis Enrique qui se présentait là-bas. Ça ne rigolait pas, 3-0, ils ont pris leur tarif, même si dans le jeu, ils nous ont mis à mal, notamment en première mi-temps, avec leur pressing, la capacité à trouver des relais dans l'axe et surtout s'approcher de notre surface, rentrer dedans, puisqu'ils ont touché un nombre incalculable de ballons proches de nos buts. En témoignent les arrêts fantastiques de Donnarumma, qui sont sur des frappes décochées dans les 6 mètres en fait. C'est pas sur des frappes à bout portant, c'est vraiment au milieu d'une forêt de joueurs, sur des coups de pied arrêtés, très très proche du but, de la ligne de Donnarumma. Et tout ça, bien sûr, renforce la magnificence de sa performance, notre gardien italien, qu'on salue, et évidemment, on va y revenir dans cette vidéo. Bon, commençons par le début du match. D'abord l'avant-match. Parce que Luis Enrique décide donc de titulariser Lee Kang-in avec Mbappé, Dembélé et Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, et de changer complètement ses latéraux. Euh, Petite précision sur Lee Kang-in qui avait une position assez axiale, alors beaucoup plus en seconde qu'en première, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, après le match contre Milan, il y a eu quand même une petite nuance, je trouve, sur les deux matchs de la semaine dernière, c'est-à-dire que jusque-là, tu avais ce système à 4 avec Vitinha qui fixait vraiment la ligne, Mbappé qui était très demi-espace et Dembélé de l'autre côté pareil qui collait la ligne, ce qui faisait que vraiment tu étais sur du 4 contre 4 et du coup des 1 contre 1 à chaque fois face à la ligne de défense adverse. On l'a souligné dans les débriefs qu'on a fait sur cette chaîne du match contre Milan, le fait que Mbappé colle la ligne absolument, que Vitinha joue un cran plus bas et plus axial, a fait que contre Milan, tu n'avais plus cette ligne de 4 attaquants et à chaque fois un Mbappé qui du coup n'était plus en 1 contre 1, mais en 1 contre 2, en infériorité numérique avec un Vitinha qui, du fait d'un positionnement plus axial, n'avait plus cette connexion avec Mbappé. Bah samedi, c'était un petit peu reconduit ce constat-là, mais avec Lee Kang-in. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le 11 titulaire. Après qu'il fasse tourner tout ça, il était aussi un petit peu forcé avec certaines suspensions, absences. Euh, le seul fait que je remarque peut-être qui serait marquant pour moi, chez les entrants, bon, il n'y a pas grand monde qui m'a marqué plus que ça. Barcola délivre une passe décisive
mais il fait pas non plus l'entrée du siècle. Cher Endur, bon, il est plein de bonne volonté, mais voilà, il se donne beaucoup, rentre pas dans de bonnes conditions individuelles, hein, pas collectives, puisque tu es en train de gagner, mais individuellement, il reprend le rôle de Lee Kang-in, donc bon, pas trop ce dont il est habitué. Euh, Peut-être le seul fait marquant, c'est Ugarte qui reste sur le banc et qui n'en sort pas. Et on y reviendra plus tard dans cette vidéo, parce que c'est peut-être lié aussi au match, au pluriel, de Fabian Ruiz en ce début de saison. Enfin, début de saison, on est quand même le 13 novembre. Bref, tu marques très vite. Dans ce match, 3e minute, centre de Dembélé pour une volée fantastique, très difficile de Kylian Mbappé. Et heureusement que tu marques vite, ça de toute façon, c'est une des clés du PSG de Luis Enrique à chaque fois, marquer d'entrée pour ensuite essayer d'endormir le match. Au final, tu as marqué d'entrée, mais derrière, tu n'as pas endormi le match, parce que les Rémois te pressent, se créent des occasions. Euh, Au-delà du pressing rémois, je noterai aussi le non-pressing parisien. Et ça, c'est un constat que je faisais dans une vidéo avant le match contre Milan. Plus le temps passe, moins le PSG Luis Enrique presse, les mouvements sont de plus en plus individuels, l'équipe ne suit plus vraiment. Alors, Dembélé, Lee Kang-in ont lancé des actions de pressing, le problème c'est qu'ils ne sont pas suivis. Et, alors, par les Mbappé, les milieux de terrain, ça c'est factuel, sur certaines séquences, c'est ce qui se passe. Voilà, tu as un joueur qui va presser et les autres qui ne suivent pas vraiment. Et il y a aussi autre chose de plus structurel, c'est la ligne défensive, hein, qui recule, j'ai l'impression, de plus en plus. Voilà, il faudrait absolument jouer un petit peu plus haut. Ça, quand t'as pas Hakimi ni Ugarte, c'est sûr que samedi, c'était obligatoire de faire ce constat dans le débrief, puisque ce sont les deux meilleurs contre-presseurs de l'équipe, même si Ugarte est dans un moins bon jour. Et Hakimi, on a toujours mis en avant ses qualités dans ce compartiment-là, parce qu'il est vraiment très 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 bon quand on perd le ballon. Défensivement, les Rémois, alors, manque peut-être de qualité sur les côtés dans les 1 contre 1, mais dans tous les cas, collectivement, te mettent à mal par leur pressing très bien huilé, et aussi la capacité, comme je disais, à trouver des relais dans l'axe. Ça, c'est toutes les équipes qui nous bousculent. Elles trouvent des relais très facilement. On l'a vu, le milieu de terrain du Milan euh, plus tôt dans la semaine. Là, ce week-end, Reims, c'était déjà le cas. Et notons aussi l'humilité de Luis Enrique, qui aligne donc Gonzalo Ramos au début du match, mais le fait sortir très rapidement pour Vitinha, pour rajouter un joueur de contrôle qui va te permettre de sortir les ballons et aussi te permettre de faire jouer Lee Kang-in en faux numéro 9, puisque Lee Kang-in a appris en fait, a montré à Ramos et Kolo Muani aussi, on peut le mettre dans le même sac, qu'est-ce qu'un contrôle dos au but en fait. Voilà. Qu'est-ce que contrôler un ballon, se retourner et apporter à son équipe. Parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on parle de Dembélé, Mbappé qui oublient un petit peu nos numéros 9, mais là, individuellement, c'est d'une pauvreté extrême, extrême. Et samedi, Gonzalo Ramos, il va pas échapper aux critiques comme on les a faites formuler pour Kolo Muani. Et bien sûr, sur coup de pied arrêté, t'es pas bon, voilà, tous les arrêts de Donnarumma viennent de ces situations. Comme je disais, ça renforce encore la splendeur de sa performance, parce que il y a beaucoup de joueurs dans la surface de réparation, de Parisiens, mais aussi d'adversaires, et donc ça lui gâche un petit peu la visibilité. Ce qui évidemment renforce la nécessité d'avoir de bons réflexes, ce qui est une des premières qualités de Donnarumma, qui l'a fait voir. Enfin, je pense qu'il faut absolument pas minimiser son match. Il y a des arrêts qui sont complètement dingues, qui sont monumentaux. Voilà, il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de superlatifs qui n'auraient pas leur place ici en fait. Voilà, c'est des arrêts qui sont exceptionnels. Il est homme du match avec Mbappé bien évidemment, et j'ai envie d'élargir en fait. Après avoir fait son éloge sur le match à Milan mardi, je me demande si c'est pas le Parisien le plus régulier. Le meilleur, je sais pas, mais le plus régulier depuis le début de la saison. Ça se tape avec Warren Zaïre-Emery. Warren qui a mis quelques matchs à démarrer. Hein. Les 2 premiers, Lorient-Toulouse, c'était pas des bons matchs pour lui. Il y a eu d'autres matchs aussi où il est un peu baladé, je crois contre Lyon aussi, surtout contre Nice aussi. Là, samedi, il fait une mauvaise première mi-temps, mais vraiment une mauvaise. Alors que Donnarumma... alors son match de samedi résume sa saison en fait. C'est-à-dire que Donnarumma peut faire des erreurs dans le jeu. Là, samedi, c'était sa relance pour Fabian Ruiz. Et encore,
on peut aussi mettre en avant l'attentisme de Ruiz, tout autant que la passe de Donnarumma, qui donne une grosse occasion à Reims. Mais au final, dans le jeu, il y a des petits moments de flottement qui jusque-là ne t'ont rien coûté à l'échelle de la saison. T'ont pas coûté de but, t'ont pas coûté de points. Et Donnarumma t'a rapporté beaucoup plus de points qu'il t'en a coûté, bien évidemment. Euh, Au pied, il est très bon. Au pied, il est... Enfin, non, n'importe quoi, attendez, je suis fatigué. Au pied, il est bon par moment, par séquence, samedi. Juste, alors il y a cette petite erreur sur Fabian Ruiz, mais comme je l'ai dit, je la nuance vraiment parce qu'il y a eu d'autres moments où il a su être très juste, allongé aussi. Alors le problème quand il allonge, c'est que souvent le ballon rebondit juste avant le receveur. Du coup, ça fait que tu fais un contrôle poitrine, une espèce de tête qui n'est pas académique avec le ballon qui part en chandelle. Ça, c'est un peu chiant. Il faudrait qu'il travaille un petit peu plus sur les positions avec les receveurs, hein, les Dembélé, les Hakimi et tout ça. Parce que ça, c'est propre à tous ces matchs. À chaque fois qu'il essaye d'allonger, le ballon rebondit juste avant qu'il arrive dans les pieds du Parisien. Et du coup, bah, ça fait que le relais n'est pas bien utilisé, tu vois. Mais je prenais l'exemple des 2 matchs contre Reims en tout début de vidéo. Pour Donnarumma, tu vois la progression, hein, parce que l'année dernière, sur les 2 matchs, il fait déjà des arrêts, qui te maintiennent à flot. Déjà l'année dernière, et ça me permet d'élargir aussi sur son rôle, que je trouve sous-coté la saison dernière, Donnarumma. Évidemment, depuis le match contre le Real, le fait qu'il soit arrivé alors qu'on venait de prolonger Keylor Navas, qui était en état de grâce, ça facilite pas l'objectivité des supporters, des observateurs à son égard, mais je trouve que la saison dernière déjà, il te rapporte des points, il te maintient à flot, il fait des arrêts quasiment à chaque match en fait, à 0-0, qui sont absolument extraordinaires en fait. Et contre Reims, c'était déjà le cas sur les 2 matchs, comme c'était aussi le cas qu'il faisait à l'époque des grosses bourdes, notamment quand il allonge. Moi, je me souviens quand même fin janvier, quand il allongeait, il y avait quand même 5-6 séquences où il allonge, où il fait n'importe quoi en fait. Là, cette saison, c'est beaucoup plus calculé. C'est sûrement beaucoup plus travaillé à l'entraînement parce qu'il est passé de Christophe Galtier à Luis Enrique en tant qu'entraîneur. Et aussi, notons le changement d'entraîneur des gardiens. Parce qu'il a eu lieu cet été et c'était pas gagné parce qu'on a perdu un historique pour un gardien qui sortait, enfin pour un entraîneur des gardiens qui sortait un petit peu de nulle part, qui avait été choisi par le staff de Luis Enrique. Donc ça pourrait être une des réussites du staff de Luis Enrique. Et on y reviendra dans une autre vidéo pendant la trêve. Mais voilà, je trouve qu'il y a une nette progression là-dessus parce que samedi, il y a juste une petite erreur qui te coûte rien, alors que l'année dernière, contre Reims fin janvier, c'était 4-5 ballons qui, une fois allongés, finissaient en touche, finissaient dans les pieds d'un ailier adverse. Bref, un match extraordinaire de Donnarumma. Alors, Carlos Soler était arrière droit. Bon, évidemment, c'est une question de structure, hein, c'est parce que Luis Enrique veut garder son dispositif tout en reposant ses 2 latéraux en même temps. Il est encore décisif, Soler, c'est la réalité voilà, de son match. Hein. La passe pour Mbappé, sur une action qui est très belle, hein, un vrai but à mettre au crédit de tout le monde en fait. Hein. Mbappé, Skriniar au début de l'action, Lee Kang-in, Carlos Soler, voilà. Seconde mi-temps qui est encore une fois très bonne. Rappelez-vous contre Strasbourg, sa première mi-temps Soler était pas bonne et en seconde, il excelle. Là c'est pareil, première mi-temps très compliqué et ensuite il rentre dans son match. Alors de l'autre côté l'adversaire attaque un petit peu moins, hein, le presse moins. Mais voilà, offensivement, il se montre un petit peu plus. Parce que la première mi-temps, il prend l'eau quand même. Hein, on va pas se mentir. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment lui en vouloir de défendre un peu n'importe comment par moment en faisant de grosses fautes, par exemple. Par contre, en seconde, il s'est beaucoup plus montré offensivement, du fait d'une très bonne relation avec Ousmane Dembélé. Très bonne. Je suis peut-être allé un peu fort, mais une meilleure relation avec Dembélé qu'en première mi-temps. Et encore une fois, voilà, ça change tout parce que le PSG cette année est une équipe et donc quand un joueur rehausse son niveau de jeu, c'est souvent parce que avec un partenaire, il arrive à se connecter et tout ça. À noter aussi l'entrée de Lucas Hernandez donc à sa place, hein, Lucas qui joue donc côté gauche et qui a failli donner une passe décisive à Mbappé. C'est à noter évidemment puisque offensivement Lucas ces derniers temps est quand même beaucoup moins présent.
Là, le voir rentrer, donner une balle à Mbappé qui aurait pu finir au fond, ça fait plaisir. Marquinhos, alors je l'ai tabassé sur son match contre Milan et j'ai trouvé ça très logique. Là, écoutez, je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Il était du côté de Carlos Soler, notamment en première mi-temps, où il fait de très bons retours. Il défend très bien dans sa surface. Il est aussi très présent dans les airs. Et ça, avec Marquinhos, c'est pas rien. Un Skriniar, tu peux être déçu quand il n'est pas impérial dans les airs. Mais Marquinhos, qu'il aille chercher le duel sur les corners, les centres aussi, des Rémois qui ont beaucoup centré. Il a été très bon, il a été impérial là-dedans, il a couvert donc ce bon vieux Carlos. Maintenant, au pied, c'est Skriniar qui se montre, plus que Marquinhos en fait. Et ça me gêne, parce que Marquinhos a beaucoup plus de qualité intrinsèque que Skriniar, mais est dans une facilité, une timidité à la relance qui me gêne vraiment. Ça me fait ma transition sur Skriniar bien évidemment, qui du coup, à l'inverse de Marquinhos, s'est montré avec ballon, et on y reviendra, mais aussi à l'inverse de Marquinhos, débute pas très bien son match. Marquinhos, il est tout de suite dedans, il couvre très bien, il fait de très bons retours dans le premier quart d'heure. Skriniar, au début, il prend un peu l'eau, il est dépassé, mais derrière, il se reprend très bien. Au sol, il est très propre. Dans les airs, il gagne quelques duels, même si c'est pas encore ça. Et puis surtout, au pied, il fait une très belle deuxième mi-temps. Il faudrait regarder, revoir tous les matchs de la saison, mais c'est une des rares fois où vraiment je me suis dit Skriniar fait de belles choses. Il y avait un autre match, mais je ne me souviens plus lequel, un autre match où il faisait vraiment beaucoup d'efforts avec ballon, mais là, samedi, le truc c'est qu'il a fait les efforts, mais c'était surtout efficace. Pourquoi? Le but d'Mbappé, le second. Le but d'Mbappé, ça veut rien dire parce qu'il y en a trois, mais le second part d'une passe très bien sentie de Skriniar, en fait, sur une relance où Donnarumma prend un petit peu de temps. Petit relais avec Likanguine, et ensuite, boum, tu as Carlos Soler à l'autre bout du terrain qui trouve Mbappé avec l'appel contre appel. Mais voilà, au début, c'est une passe verticale de Skriniar, le genre de passe qu'il tente assez souvent, si on veut être objectif avec lui. Et d'ailleurs, quelquefois, il a perdu des ballons en tentant ce genre de passe. Là, samedi, il est décisif. Et cette action, c'est pour ça, moi, c'est mon but préféré. Parce que l'appel contre appel d'Mbappé, je kiffe. En fait, ça me conforte. Ce truc, c'est quand j'ai vu ce but, en fait, ça m'a fait du bien à mon ego. Pourquoi? Parce que j'ai vu Mbappé faire un mouvement de numéro 9. Et vous savez que moi, je fais partie des partisans d'un Mbappé, alors pas numéro 9 à proprement parler, parce que tout de suite, quand je dis numéro 9, ça fait penser au rôle qu'a Gonzalo Ramos, Kolo Muani, mais je parle pas de mettre Mbappé dans ce rôle-là, mais un Mbappé très axial en fait. Moi, je suis partisan d'un Mbappé le plus proche possible du but parce que ses qualités à la finition sont exceptionnelles et il est entouré de joueurs qui sont tellement mauvais à la finition que je comprends pas pourquoi on écarte Mbappé du but en fait. Et deuxièmement, parce qu'il a aussi des gestes qui sont dignes des plus grands buteurs, tout simplement. Voilà, cet appel contre appel est exceptionnel. Bref, Skriniar, donc passe verticale bien sentie, mais en deuxième mi-temps, il y a plein d'autres passes que celle-là qui sont très bienvenues. Une de la tête aussi, hein, tout de suite, hop, il lance une contre-attaque parce que de la tête, c'est tout de suite vertical sur Mukiele. Deux ou trois autres qui trouvent un partenaire entre les lignes. Et ça, c'est vraiment bon. Beaucoup plus de ballons où il met de la personnalité. Voilà, notons-le pour Milan Skriniar. Mukiele était encore titulaire sur le côté gauche après le match contre Montpellier où il était déjà titulaire la semaine dernière. Là, ça a été quand même un peu plus compliqué pour lui, hein, évidemment. Au début des actions, il a peiné, mais à la fin, un peu moins. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui met toujours de la bonne volonté, qui est un vrai guerrier. C'est-à-dire qu'au début des actions, en matière de positionnement et tout ça, comme il n'est pas du bon côté, ça va être compliqué. Il va accuser un retard. Mais il le rattrape, ce retard, parce qu'il va se donner, et à chaque fois, fin d'action, il va faire des tacles, des gestes un petit peu salvateurs, qui empêchent l'adversaire de centrer, de rentrer dans la surface. Et donc, ça fait plaisir de le voir faire ce genre de retour, même si on n'oublie pas qu'au début des actions, il n'est pas tout blanc non plus. Et puis avec ballon, ça a été compliqué aussi. Comme d'habitude, il y a de la bonne volonté, hein, il essaye d'aller vers l'avant et tout ça. Mais là, samedi, il y a eu quand même des pertes de balles. Son entrée contre Milan, je l'ai plutôt apprécié. Il y avait de la bonne volonté offensivement. Contre Montpellier, pareil, c'était plutôt propre. Mais là, à la relance, quand même, notamment en première, hein, il y a deux ou trois pertes de balles qu'il faut noter si on veut être juste avec son match, tout simplement, être assez objectif. Voilà. Mais encore une fois, il met de la bonne volonté et il n'est pas du bon côté. Il n'est pas du bon côté aussi.
Et il n'est pas à son poste aussi, disons-le, hein, parce qu'à la base, voilà, c'est quelqu'un qui est défenseur central. Et quand il jouait sur un côté à Leipzig, c'était en tant que piston, voilà, pas en tant que défenseur d'une défense à 4. Terminons avec le match de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui enchaîne les bons matchs, qui fait une belle saison. Alors au début, quand il était titulaire, il était mauvais, mais quand il entrait, il était très bon. Ça a changé. Contre Strasbourg, il est titulaire, il est très bon. Contre qui déjà il est titulaire? Alors contre Brest, il prend un peu l'eau, mais en seconde mi-temps, quand le PSG revient bien... non, c'est l'inverse, attends. Contre Brest, c'est première mi-temps, il est bon, mais en seconde, quand le PSG sombre, il est moins bien. Et là, hier, il est encore titulaire et encore bon. Et encore bon avec une physionomie de match différente de celle dont on est habitué avec lui. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, quand le PSG n'allait pas très bien, il a résisté au pressing. Il était bien placé. Même si, encore une fois, sur la bévue avec Donnarumma, je mets aussi en cause sa responsabilité. Mais, au-delà de ça, ça a été un milieu très calme, qui a été par exemple meilleur qu'un Zahir Emery avec ballon, et sans ballon bien placé, bien senti. Et à l'inverse, en deuxième mi-temps, quand l'équipe va mieux, on le voit un petit peu moins. Même si bien sûr, techniquement, c'est toujours quelqu'un qui t'apporte quand même une valeur sur ce côté soyeux quand il reçoit le ballon, même si parfois ça peut se transformer en nonchalance. C'est quelque chose que j'apprécie chez lui. Et donc, tout ça pour dire que d'habitude, il est bon quand le PSG est bon, mais sombre en même temps que l'équipe sombre. Là, c'était un peu l'inverse. Il a surnagé en première mi-temps, et en seconde, quand l'équipe était bonne, il était un petit peu plus discret. Donc voilà, un Fabien Ruiz qui commence à faire des matchs déjà, qui grappillent les minutes, puisque Ugarte n'est même pas rentré, hein, et peut-être que c'est en lien avec son mauvais match à Milan, aussi les bons matchs de Fabien Ruiz, qui aujourd'hui voilà, enchaîne les titularisations, ça fait plaisir pour lui, et voilà, ces matchs commencent à se diversifier, à être différents dans leur physionomie, on sent un joueur qui prend ses marques, et pourquoi pas se poser la question sur le prochain enchaînement là, après la trêve internationale, d'une titularisation en fait, à la place d'un Ugarte, parce que Ugarte reste sur un mois très très compliqué. Très très compliqué. Il y a un bon match contre Montpellier, mais le reste, euh, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça avait déjà commencé avant la dernière trêve internationale. Newcastle, puis Rennes, où il est encore pas bon. Donc voilà, je pose cette question de manière très froide, parce que Fabien Ruiz, et sur cette chaîne, on l'a mis en avant très souvent depuis le début de la saison, hein, le fait qu'il fasse des bons matchs, et que là, voilà, il enchaîne les titularisations. C'était pas gagné, puisqu'on rappelle quand même qu'avec Luis Enrique, pendant l'Euro, avec l'Espagne, hein, il s'était passé quelque chose d'assez mystérieux entre les deux, et plus jamais Fabien Ruiz avait remis les pieds en sélection espagnole du temps de Luis Enrique sélectionneur. Et donc, quand Luis Enrique arrive, on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec Ruiz? Est-ce qu'il va partir? Et au final, bah, les deux ont su nouer une vraie relation de confiance, en fait. Luis Enrique lui trouvait un rôle, et Fabien Ruiz l'envie de se donner pour Luis Enrique, qu'il ne portait probablement pas dans son cœur quand il signe au club. Voilà, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve dès demain pour continuer sur les autres performances des autres joueurs. Ciao les amis.